Alors, la présentation de ce matin est offerte par Mme Bolly Barrault. Bonjour, Mme Barrault, agente de développement communautaire chez les habitations partagées de l'Outaouais. Mme Barrault va nous en apprendre davantage sur le parcours évolutif des aînés en matière de logement et elle va nous permettre de découvrir des pistes d'action à entreprendre pour vous y préparer. Alors, je vous souhaite tous une bonne visioconférence et à vous la parole, Mme Barrault. Oui, je vais partager mon écran. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Non? Oui? OK. Oui, c'est beau, on la voit. OK, oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Boli Baro. Je suis agent de développement aux habitations partagées de l'Outaouais. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation. Je vais vous faire une présentation sur le logement et le vieillissement et comment s'y retrouver. Mon Dieu, excusez-moi là. si tu fais juste Enter, Bolly, tu devrais changer de table. Ouais. Non, on dirait que comme c'est bloqué là. Mon écran est comme barré. C'est, c'est quelle touche encore? F2, F1? Je Je vois que sais pas. ça dit suivante, ça ne pourrait pas fonctionner. Oui, mais à chaque fois, non. Je ne vois même pas la souris. Voilà. OK. Je vais juste voir si ça marche. OK. Je pense que c'est bon. Euh, c'est ça. Excusez-moi pour le compte. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, ça va se faire comme suit. D'abord, on va identifier les besoins de changement dans le parcours de l'habitation chez une personne aînée. Euh, Puis, on va tenir compte de nos besoins relationnels, de l'entourage personnel, social et des services de soutien. Après ça, on va considérer la pertinence de se préparer au changement et d'identifier quelques pistes d'action à entreprendre. Puis, enfin, on va connaître l'accompagnement que nous, les habitations partagées, en tant qu'organisme, on offre. Donc, le vieillissement, on va commencer par parler du vieillissement. Donc, actuellement, on note qu'au Canada, les aînés de 65 ans et plus représentent 20% de la population totale du Canada. Donc, et on dit il va y avoir une augmentation de 10% de la population des aînés, disons de 65 ans et plus, en Outaouais d'ici 2041, selon la Société d'habitation du Québec. Donc, et selon l'Institut de la statistique du Québec, leur étude de 2023, les personnes de 65 ans et plus se disent en bonne santé, satisfaites de leur vie et de leur santé mentale et rencontrent néanmoins des problèmes de mobilité, d'audition, de vision, de santé physique et cognitive. Et également, les personnes de 75 ans et plus vivent avec plus d'incapacité, mais légère, par rapport un peu plus, cette incapacité est notée un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Et pour parler du revenu aussi, après les impôts, les aînés de 65 ans et plus, en 2012, ils gagnaient 31 000 et quelques dollars et en 2021, 33 000 dollars. Donc, disons sur un intervalle de à peu près 9 ans, presque 10 ans, on note une augmentation de seulement 2 000 dollars. Donc, ça veut dire que ça montre vraiment la précarité financière des personnes aînées. Et aussi, les aînés font partie des personnes vulnérables. Donc, ils représentent 16% des personnes de 65 ans et plus vivaient dans un logement non abordable en 2021. Cela en proximité des services disponibles.
Le vieillissement entraîne aussi des besoins relationnels. Donc, 91% des personnes de 65 ans et plus appréciaient leur vie sociale. Une portion de 44% dit être très satisfaite de leur vie. Par contre, 12% de ces personnes de 65 ans et plus avaient le sentiment d'être tenues à l'écart. 13% d'entre elles sont isolées des autres personnes et 26% manquent de compagnie. Donc là, on note que l'isolement social, ça augmente les risques le risque de dépression et d'adoption de mauvaises habitudes de vie comme la sédentarité, ce qui amplifie ses effets sur la santé et à un niveau comparable au tabagisme. Donc là, on montre que c'est vraiment important pour une personne aînée d'être bien entourée. Les besoins relationnels sont de première importance et contribuent au bien-être, au bien vivre chez soi. Donc, les personnes aînées qui participent socialement, on note qu'ils vivent une amélioration de leur sentiment de bien-être et leur santé mentale. Donc là, si on regarde, on voit les besoins primaires de la personne. Par exemple, à droite, on a le pyramide de Maslow avec les besoins primaires. Donc, il y a les besoins de survie en premier, c'est-à-dire les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, c'est-à-dire la socialisation, l'estime de soi, puis après ça, il y a l'accomplissement. Donc, c'est comme des besoins qui se succèdent. Donc, il faut que la personne soit d'abord bien physiquement en sécurité. Après ça, il aura besoin, il pourra socialiser et à la fin, s'accomplir, se sentir comme bien avec lui-même et les autres. Donc, on note également que la personne ici, que la personne, ce qui est le plus important, c'est la personne elle-même. Puis après ça, il y a la famille, il y a les proches et il y a le social et les ressources. Et dans le social et les ressources, on retrouve tous les services qui existent, comme les organismes communautaires, par exemple, on se retrouve là. Donc, tout ça, c'est essentiel pour le bien-être d'une personne aînée. Et les changements liés au vieillissement également, c'est très important parce qu'à un moment donné, on va essayer de parler de, par exemple, une personne aînée. On peut dire, parce que l'âge de la retraite, c'est un peu défini comme à 65 ans pour un travailleur. Donc, à partir de cet âge-là, il y a aussi des changements qui s'opèrent, comme par exemple le statut. La personne devient retraitée, ce qui influence également les revenus, parce qu'à la retraite, ça change complètement les revenus. À un moment donné aussi, il y a les besoins en logement aussi qui changent. On va revoir ses priorités, voir si on a besoin de plus d'espace, de moins d'espace, s'il y a des travaux à réaliser et tout. Et aussi, il y a également les aléas de la vie, comme les maladies, les accidents, le deuil. Tout ça, ça fait partie des choses qui influencent les changements chez une personne aînée. Le logement, c'est également un parcours très évolutif. Donc, selon la fierté de vieillir, qui est un plan d'action gouvernemental du Québec de 2024-2029. D'ailleurs, je vous conseille d'aller consulter ça. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'informations sur comme un plan d'action qui est bien défini sur comment le gouvernement compte aider les aînés et à travers plusieurs programmes et comment se passe l'évolution de la vieillesse. Donc, du coup, chez les personnes aînées, les personnes âgées de 65 ans et plus, à chaque fois que je vais dire les personnes aînées, dites-vous bien que c'est les personnes âgées de 65 ans et plus. Quand ça va être une autre tranche d'âge, là, vous allez voir une autre tranche, vous allez voir que je vais nommer l'âge exact. Donc, les personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent à domicile disons, 97% de ces personnes-là âgées de 65 ans et plus qui vivent à domicile sont soit dans une maison, dans un appartement, dans une résidence privée, c'est-à-dire les RPA, dans une maison attenante ou bien dans un logement mobile. Et les 3% restants sont soit dans des CHSLD, dans les hôpitaux ou bien dans les unités de soins des résidences. Donc, c'est ça. Puis le logement, c'est également un parcours vraiment évolutif là. À partir de 68 ans, selon toujours le plan d'action de la fierté de vieillir du gouvernement, à partir de 68 ans, il est possible de déménager jusqu'à 4 fois pour une personne aînée. Donc,
Là, il faut alors casser maison pour aller dans un endroit plus petit, c'est-à-dire quitter sa maison pour aller, par exemple, dans un condo. La personne peut également choisir d'aller en résidence pour personnes autonomes ou vivre dans une ressource intermédiaire. Les ressources intermédiaires, c'est comme les maisons alternatives qui sont gérées par le public et finir ses jours à la fin dans un CHSLD quand le niveau de santé dégrade. Donc, disons que c'est comme un cycle de la vie, là, parce que là, si on regarde l'image, on voit que la personne, elle grandit, puis pour ceux qui ont des familles, le travail, l'éducation des enfants, le vieillissement, et après ça, c'est aller finir ses jours en CHSLD ou bien à la maison pour certains. Donc, les personnes aînées souhaitent, la plupart des personnes aînées, disons 80-90% des personnes aînées, j'ai oublié un peu le chiffre exact, souhaitent vivre le plus longtemps possible chez eux, mais également dans le domicile de leur choix, c'est-à-dire avoir toujours le pouvoir de choisir. Donc, et ça doit être dans un environnement familier adapté. Les personnes aînées aimeraient également se sentir en sécurité, mais aussi maintenir les liens avec leur famille, leurs amis et leurs voisins. Donc, le logement, c'est également un parcours qui est influencé par le niveau d'autonomie pour une personne, parce que c'est important, on peut passer d'un niveau de personne autonome à personne semi-autonome, comme on dit dans les résidences, ou bien à la fin à personne non autonome. Donc, c'est également influencé par l'état de santé, mais aussi les ressources financières, professionnelles et sociales. C'est influencé aussi par la région où habite la personne, parce que c'est aussi différent. On voit dans les études que c'est les personnes qui habitent, il y a une différence entre les personnes qui habitent dans les zones urbaines, c'est-à-dire plus proches des services, que les personnes qui habitent dans les zones rurales. Euh, Là également, on va parler de comment s'y prendre à l'avance, donc comment se préparer au vieillissement dans le domaine de logement également. Donc, des fois, à un moment donné, on arrive à un moment de notre vie où on commence à se poser des questions si on doit déménager ou rester dans notre demeure, si on doit rester, par exemple, comment faire de telle sorte que ce soit comme adapté, par exemple, comme par exemple, on habite au premier étage et que on commence à avoir un problème de mobilité. Donc là, on doit commencer à voir si on doit aller déménager au rez-de-chaussée ou bien aller au sous-sol où il y a moins de marches. C'est aussi choisir de miser sur notre bien-être à long terme. Donc, des fois, c'est faire un pas devant, mais d'autres fois, un pas en arrière aussi, parce à un moment donné, on est comme dans un dilemme. Donc, c'est vraiment des choix qu'il faut faire à tête reposée et des choix qu'il faut faire bien à l'avance aussi. Là, c'est très important de se préparer. Aussi, choisir de déménager ou de rester, c'est aussi faire des deuils, comme des deuils des endroits qu'on a connus, comme notre maison qu'on a habitée pendant presque 30 ans, 40 ans. Donc, tout le monde sait que ça va être difficile c'est comme vivre un deuil de déménager. Des personnes aussi qu'on a connues d'un milieu, des objets d'objets appréciés, ça peut être n'importe quoi, comme une table à manger, par exemple, une table qui a eu à recevoir beaucoup de personnes qui nous étaient chères et qu'à un moment donné, elle est trop grande parce qu'elle est vide et qu'on doit comme se séparer de cette table-là, par exemple. Donc, euh, moi, je vous conseille également par exemple, quand je parle ici de s'y prendre à l'avance, nous, on s'est référé beaucoup sur l'outil Emilia ici. Emilia, c'est un outil qui a été créé par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. C'est un outil qui est disponible en ligne, qui offre vraiment beaucoup d'informations sur comment se préparer, qui donne beaucoup d'informations sur l'évolution du milieu de vie d'un aîné. Donc, c'est basé sur des recherches, sur des interviews qui ont été faites avec des personnes aînées, sur des études sur la science et tout. Donc, moi, je vous le conseille également en plus du plan d'action du gouvernement. Il y a beaucoup de thématiques. Ils ont 17 thèmes en tout qui sont des thèmes basés sur le milieu de vie d'une personne aînée.
excusez-moi, donc pour s'y prendre à l'avance, donc il faut d'abord identifier ses motivations. Identifier ses motivations, c'est voir ce qui nous motive, ce qu'on aimerait faire, se projeter à l'avance, donc faire une planification à long terme. Donc, il faut également trouver des moyens de préserver son autonomie à long terme, comme je disais tantôt, comme voir si par exemple on a du mal à marcher, comme installer une rampe sur les escaliers ou faire autre chose qui peut nous mettre plus à l'aise par rapport à notre état de santé. Donc, c'est aussi se départir de certains biens, donc se séparer des choses dont on pense qu'on n'a plus besoin, même si des fois c'est difficile. C'est également clarifier les éléments financiers et budgétaires. Donc là aussi, c'est vraiment important de revoir ses finances. Donc, c'est se projeter à l'avant, c'est vraiment revoir le côté financier, c'est vraiment très important. Parce que nous, on offre des services d'accompagnement aussi, comme les gens qui veulent aller en résidence. Donc, on les accompagne à aller choisir, visiter et tout. Donc, et le problème qu'on rencontre le plus, c'est vraiment le problème financier qui est un frein pour la personne pour aller vivre en résidence. Donc, c'est vraiment important de clarifier ces éléments financiers et budgétaires aussi. Aussi, on va en parler à ses proches parce que les proches aussi, c'est important. On va recueillir leur avis, parler avec eux, euh, prendre les conseils et puis eux, ils pourront nous accompagner si possible dans la démarche pour faire des choix éclairés. Aussi, on peut déterminer les critères de recherche, les besoins et les préférences. Donc ça, c'est faire, comme par exemple, faire un plan pour voir les pour et les contre, les avantages et les inconvénients, comment choisir une résidence, par exemple, par rapport à un autre, comment choisir d'accueillir une personne comme en cohabitation au lieu d'aller vivre dans une résidence, des exemples comme ça. C'est faire des choix éclairés. Il faut également explorer les types d'habitation qui existent parce qu'à un moment donné, quand on est vraiment confronté à la situation où on doit vraiment faire le choix, parce que par exemple, notre état de santé ne nous permet plus de vivre dans notre maison, donc il faut commencer à se tourner vers les ressources qui existent, vers les types d'habitation qui existent. Il y a les domiciles privés, c'est-à-dire on les appelle les résidences de type familial. Donc, c'est des résidences, c'est comme des maisonnées avec des chambres. La plupart du temps, c'est entre 8 et 9 chambres. C'est des résidences privées aussi. C'est comme les résidences privées pour aînés, mais plus petites, ben, comme, qui font plus comme des maisons. Donc, la personne, ça va être des chambres en fait. Au lieu d'être des appartements, ça va être des chambres et tout le reste va être des choses à partager, des endroits à partager le, tous les services sont inclus. Il y a aussi les résidences privées que peut-être la plupart connaissent, comme les Chartwell et les autres là. Donc, il y a ça. Moi, je les souligne parce que les habitations partagées en tant qu'organisme, on s'inscrit là parce qu'on fait de l'accompagnement pour aller vers ces endroits-là. Il y a aussi les habitations communautaires comme les coopératives. Il y a les habitations sociales comme les logements sociaux, les HLM et autres, et les hébergements avec soins. Les hébergements avec soins, c'est par exemple les maisons alternatives ou il y a aussi les CHSLD qui sont dirigés plus qui sont gérés qui sont gérés par le public. Donc là, il faut vraiment que la personne soit évaluée par le public comme les travailleurs ou les travailleurs sociaux. C'est eux seulement qui ont le pouvoir de vous amener là, dans les hébergements avec soins. Euh, donc, c'est vraiment important. On souligne aussi l'importance d'avoir une travailleuse ou un travailleur social dans vos dossiers parce qu'à un moment donné de notre vie, on va avoir besoin de peut-être de ces ressources-là. Et eux, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans ce parcours-là. Donc, c'est important d'avoir un travailleur ou une travailleuse sociale dans son dossier. Donc là, il y a aussi beaucoup d'initiatives pour bien vivre chez soi. Des fois, c'est formel ou informel, comme dans les résidences. Par exemple, si on donne l'exemple des résidences, il y a beaucoup d'activités qui se passent à l'intérieur. Il y a aussi du soutien entre aînés et les groupes d'appartenance, que ce soit les chaînes téléphoniques, les groupes de lecture, des cuisines collectives,
beaucoup de jeux aussi, là, beaucoup d'activités pour les aînés, le bénévolat, l'engagement social, les appels de sécurité, comme ce que offrent les centres d'action bénévole, le centre d'entraide aux aînés, d'autres, la Corpo, par exemple, donne des exemples. Beaucoup d'organismes qui offrent beaucoup d'activités pour les aînés, l'ARO, par exemple, et tout. Donc, c'est ça. Il y a le bénévolat aussi, qui est au moins pour socialiser. Euh, Là, on va parler de ce qu'il faut savoir sur la transition sur le passage de 64 à 65 ans. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, on ne peut pas parler de logement et vieillissement sans parler ou bien insister sur l'importance des ressources financières, des finances, parce que c'est vraiment important. Donc, le passage aussi de l'âge de 64 à 65 ans, ça, c'est parce que 65 ans, c'est l'âge officiel de la retraite. Donc, du coup, au fédéral comme au provincial, le Québec, ils offrent des programmes et des services qui sont accessibles aux personnes, comme les crédits, par exemple. Il y a les prestations qui sont à 65 ans, il y a beaucoup, il y a l'accès illimité au programme. Donc, les allocations de conjoints et de survivants sont possibles quand même à 64 ans. Les revenus sont variables selon l'emploi et l'épargne, que ce soit au Canada ou au Québec. Mais à 65 ans, les revenus sont stabilisés avec la RRQ, c'est-à-dire le régime de rente du Québec, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti. Donc, le supplément de revenus garanti et la sécurité de la vieillesse sont calculés selon les revenus. Euh, la sécurité de la vieillesse, disons, c'est pour tout le monde. Il faut juste avoir vécu comme un certain nombre d'années au Canada après ses 18 ans. Puis la sécurité de la vieillesse, ça, c'est vraiment calculé, c'est selon les revenus. Donc, c'est pour les personnes à faible revenu la plupart du temps. Donc, il y a également la RRQ, qui est le régime des rentes du Québec, que chaque employé cotise. Donc, du coup, l'anticipation est possible, mais ce n'est pas trop avantageux. Les montants aussi sont standards. À 65 ans, il y a un montant standard, mais le report est possible. Donc, la personne peut continuer à travailler et reporter ça pour bonifier, parce que c'est bonifié, ce sera plus avantageux. Pour la santé, à 64 ans, on peut avoir un régime privé ou bien la RAMQ, mais c'est plus élevé. Mais à partir de 65 ans, la RAMQ devient obligatoire si la personne n'a pas de régime privé ou bien elle a un régime privé, mais les coûts sont trop chers. Pour les impôts, certains crédits à 64 ans sont réduits selon la situation. À partir de 65 ans, la personne peut être admissible au crédit d'impôt en raison de l'âge, mais également peut faire un fractionnement de pension avec sa conjointe pour payer moins d'impôts. Euh, à 64 ans aussi, ça veut dire avant la retraite, il y a l'accès illimité aux services, donc qui peuvent être payants, alors qu'à 65 ans, il y a beaucoup de rabais qui sont élargis, beaucoup de services qui sont gratuits comme les vaccins, le transport en commun à prix réduit, les soins dentaires pour les personnes à faible revenu qui ont un programme du fédéral qui n'est pas trop, qui est assez nouveau. Donc c'est ça, là, on essaye comme de parler de ça pour faire aussi également des recommandations. Donc le plus important, on conseille aux personnes de planifier tout la retraite, c'est-à-dire les revenus, les dépenses et les options de report. C'est également optimiser les crédits, ça veut dire les fractionnements de crédits, comme faire un fractionnement avec sa conjointe, ça aide aussi à avoir droit à des crédits d'impôt, mais également à diminuer ses impôts. Euh, il faut aussi s'informer localement. Il y a beaucoup de services qui existent, beaucoup de services qui sont accessibles également, qui offrent beaucoup d'informations que la population ne connaît pas exactement. Donc, il faut s'informer auprès des programmes municipaux
des programmes communautaires, ruraux et tout. Donc, également, on conseille de consulter un conseiller comme un comptable. C'est sûr que la plupart des aînés ont aussi ont des conseillers, ont un comptable qui leur font les impôts. Donc, mais ça permet vraiment de maximiser les prestations. Donc, des fois, il existe beaucoup de crédits d'impôt qu'on ne connaît pas. Donc, si on fait la consultation, si on fait même des recherches sur les pages officielles, si possible, des gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont disponibles. Donc, le mot d'ordre, c'est se préparer à l'avance. Donc là, nous, on va parler des habitations partagées, de là où on se situe dans l'habitation à petite échelle. Donc, il faut dire que les habitations partagées en tant qu'organisme communautaire, ça fait cette année, on va fêter notre 30 38e année d'existence. Donc, les habitations partagées est un organisme communautaire qui est né d'une initiative du réseau. Donc, du coup, elle offre, sa mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées et des personnes dans le besoin en matière d'habitation pour ainsi favoriser le maintien à domicile. Donc, cela se fait à travers nos 3 services de cohabitation, d'accompagnement et d'aide au déménagement. Donc, la cohabitation, à l'origine, c'est pour briser l'isolement. Donc, c'est comme ça l'organisme est né à partir de cette initiative-là, parce qu'à l'origine, il y avait seulement le service de cohabitation. D'ailleurs, c'est pourquoi l'organisme porte ce nom-là. Donc, le service de cohabitation s'adresse aux personnes aînées et aux adultes qui désirent cohabiter afin d'améliorer leur qualité de vie. Et le programme se décline comme suit. Il faut une rencontre d'évaluation pour évaluer les besoins. Il faut faire un profil de jumelage, comme créer un profil. La personne qu'on va aller voir, par exemple, qui va accueillir une autre personne, va donner le profil de personne avec laquelle elle veut vivre. Et à partir de là, la coordonnatrice actuelle qui est au service va aller, à partir de ce profil-là, aller chercher cette personne-là. On fait également la vérification des antécédents judiciaires pour les personnes de 75 ans et plus, de 70 ans et plus plutôt. On fait aussi on demande 3 références pour pouvoir appeler et vérifier si la personne est recommandable ou pas. Donc, il y a la présence de la coordonnatrice tout au long de l'accompagnement. Donc, que ce soit pour les visites, pour le premier contact, jusqu'à la signature d'un protocole verbal, d'une entente verbale morale. C'est pas un bail, c'est une entente morale. Donc, et la coordonnatrice, elle continue également de faire des suivis individuels pour voir comment se passe la cohabitation, si tout se passe bien. En cas de problème aussi, elle fait l'intermédiaire également. Donc, nous avons aussi le service d'accompagnement qui a été créé en 2006 pour répondre à un besoin de personnes aînées qui ne peuvent plus se permettre de rester chez eux et qui doivent chercher un milieu de vie plus adapté à leurs besoins, comme par exemple aller en résidence. Donc, on les accompagne pour on évalue leurs besoins, on les appuie dans la recherche de résidence. On conseille aussi pour des sources pour les ressources financières. On fait l'accompagnement lors des visites jusqu'à la signature du bail. Puis après ça, on fait des suivis individuels pour, pour, pour se rassurer que la transition se passe bien. Aussi, on a notre dernier service qui est le service d'aide au déménagement. Donc, c'est le dernier service qui a été créé en 2017 pour répondre également aux besoins de la population, des personnes aînées qui voulaient déménager, qui avaient besoin ou bien qui sont chez eux, mais qui avaient besoin de un peu plus d'espace, donc de ranger soit des choses ou bien de déménager, prendre leurs affaires, qu'on les aide à emballer. Ils avaient plus de mal. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'entourage, pour les aider, donc du coup, on les accompagne. On fournit les boîtes, les papiers d'emballage et tout pour venir avec des bénévoles, puis ranger toutes les affaires dans les boîtes
Et après ça, la personne aura juste à appeler son déménageur qui va venir se charger du déménagement. Après ça, on fait l'emballage au début et aussi le déballage si la personne en a besoin. Après, il y a également un suivi pour voir que l'aîné est bien installé. Donc, c'est ça. Ça, c'est les coordonnées de nos coordonnateurs et coordonnatrices des services d'aide au déménagement et d'accompagnement et l'autre de notre coordonnatrice du service d'accompagnement. Donc, en bref, c'est tout. J'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je Bien, merci suis... beaucoup, Madame Barrault. C'était une présentation très complète et très détaillée. Alors, je suis certain que peut-être enlever la présentation de l'écran pour qu'on puisse voir l'écran maintenant, les participants en ligne. Alors, donc, OK. comme le disait Madame Barrault, c'est le temps de la période des questions. Alors, donc, à titre de rappel, ben, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez utiliser l'option clavardage ou en bon français chat. Sur le bas de l'écran, vous pouvez donc écrire votre question et Sylvie va pouvoir les lire pour vous. Et il y a aussi la possibilité de lever la main en utilisant l'option réaction au bas de votre écran. Alors, On n'a pas de questions pour le moment, mais je vais quand même mettre toutes les coordonnées de Bolly dans le courriel qui vous sera envoyé d'ici quelques jours avec l'enregistrement, le formulaire d'évaluation et la présentation comme telle. est-ce que c'est possible, Madame Barrault, d'enlever la présentation de l'écran, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens en ligne qui veulent lever la main et poser des questions. Ah, ben, il faut croire que c'était très limpide et très clair, hein? Très, très Alors, intéressant, oui. oui, Sylvie? Non, j'ai dit que c'était très intéressant comme présentation. On Uh-huh. ignore souvent les services qui nous sont offerts et Ah, On a une ah, question, Bolly. Est-ce qu'il y a des frais pour l'aide au déménagement ou selon l'âge? Non, il n'y a pas de frais. Il faut juste être membre des habitations partagées. C'est comme les $20. Il faut payer $20 pour être membre. OK. Et ça, c'est pas tout le monde qui paye non plus là. Donc, des fois, on voit que la personne ne peut pas payer $20. On offre quand même le service, que ce soit l'emballage, le déballage ou bien les deux en même temps, l'emballage après déballage. Donc, disons que non, c'est gratuit. Fantastique, merci. d'autres questions? Ah, Monsieur Gédéon, si vous voulez enlever. OK. Est-ce que vous offrez aussi les services de nous diriger vers des notaires? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire là, tu sais, pour assurer leur succession, pour payer le moins d'impôts, pour que les enfants payent le moins d'impôts. Est-ce que vous offrez des services comme ça? On peut vous orienter, par exemple, si une personne appelle et qu'il a besoin d'un service et que nous, on n'offre pas ce service-là, on peut quand même faire des recherches pour la personne et l'orienter vers ce service-là. Pour les impôts, par exemple, moi, je vais conseiller les centres d'action bénévoles, par exemple. Ils offrent des services d'aide à l'impôt pour certains revenus. Je ne sais pas pour les questions, parce que c'est quand même, ils ont beaucoup de bénévoles qui ont, comme il y en a qui ont 20 ans d'expérience dans les impôts. Mais il y a un certain seuil de revenus qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir bénéficier de leurs services. Merci. Bienvenue. Alors, d'autres questions? Une fois, deux fois? Alors, ben, merci beaucoup, Madame Barrault, pour cette présentation je pense qu'elle nous en a appris beaucoup sur comment faire face au changement de besoins d'habitation et de logement tout en tenant compte de nos besoins relationnels. Alors, je suis certain que nos gens ont beaucoup apprécié. Monsieur Cano, avez-vous une question? Votre micro? OK.
Non, bon, non, j'ai pas de questions, c'est juste Ah, pour dire que j'ai vu des pouces sur les airs. Alors, c'était plus c'est à tout. par appréciation, j'imagine. D'accord. C'est pour Merci. l'appréciation, je pas de questions. Merci beaucoup. Merci. Donc, à titre de rappel, nous allons vous faire parvenir dans quelques instants un questionnaire d'évaluation, un courriel avec un questionnaire d'évaluation, la présentation PowerPoint et on va ajouter aussi le lien à l'enregistrement. Et on vous remercie donc de remplir dès que possible l'évaluation parce que ça nous permet une amélioration continue et ça vous prendra peut-être 1 ou 2 minutes pour le compléter. À noter que un petit rappel pour ceux que ça les intéresse, le 18 mars prochain, on aura un déjeuner-conférence à la cabane en Boiron, salle Desjardins, offert par SSMT, qui est anciennement service de santé Marlène Tassé. Et donc, c'est sur la prévention en santé. Alors, il y a de la place pour vous inscrire. C'est gratuit et le déjeuner nous sera offert par les services de santé SSMT. Alors, donc, vous avez reçu d'ailleurs, je pense, vous avez reçu par courriel déjà le lien d'invitation. Alors, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Alors, Oui, André, excuse-moi, Oui. je voulais juste ajouter qu'on a aussi la visioconférence sur les crédits d'impôt pour les 65 ans et plus. D'ailleurs, Bolly en a parlé de ça, des crédits d'impôt. Alors, on va inclure ça tout dans le courriel, le lien pour l'inscription. C'est le 10 mars et on va inclure aussi le lien pour le déjeuner conférence. D'accord. Alors, merci beaucoup tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir.